Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva et Méchanti. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 25 mai 2026. Tout de suite, les principaux titres. Le continent africain a célébré ce 25 mai 2026 la journée de l'Afrique, une journée qui rappelle la création de l'Organisation de l'Unité africaine, fondée le 25 mai 1963. Dans son analyse faite à l'occasion de cette journée, Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM, dit qu'il est regrettable de constater que l'Afrique demeure l'un des continents les plus confrontés à de nombreux défis. Et puis la société sucrière du Mosso Susumo en sigle est au bord de la faillite. Selon les sources au sein de cette entreprise, la campagne sucrière 2026 risque d'en pâtir car plusieurs équipements ne sont plus opérationnels. Et en actualité sportive, nous allons vous parler du football avec ce match amical qui va opposer l'équipe nationale du Burundi de football avec celui du Maroc ainsi que de l'actualité liée au basketball. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page politique. L'intéressement, les arrangements et la corruption constituent les manœuvres actuelles du parti CNDD-FDD en préparation des élections de 2027. Lors d'une réunion présidée par le conseiller principal chargé des questions sociales et politiques, Jean-Claude Kalegwa, il a été convenu de mettre en place des stratégies visant à rallier différents acteurs politiques. Clovis Nyonzima nous en dit plus. Au début du mois de mai 2026, une coalition de 5 partis politiques a adressé une correspondance officielle au chef de l'État, Évariste Ndayishimiye. Cette coalition est composée de l'IPRONA, dirigé par l'honorable Olivier Nkurunziza, le CNR dirigé par Nestor Giukushaka, le CODEBU dirigé par Kefani Wizi, le CDP dirigé par Anissé Nyonguru et le FRODEBU dirigé par Patrick Nkurunziza. Dans cette lettre, il demandait au président de bien vouloir organiser une réunion exclusive entre lui et les leaders politiques afin d'analyser ensemble les voies et moyens de garantir une bonne préparation de l'élection présidentielle de 2027. La réponse du chef de l'État ne s'est pas fait attendre. Le 7 mai dernier, le président du Forum des partis politiques a convoqué une réunion élargie à toutes les formations politiques agréées au Burundi, ainsi qu'à certaines organisations de la société civile pour pencher sur la question. Estimant que leurs revendications spécifiques ne pouvaient pas être traitées de manière efficace dans un tel cadre, les 5 partis demandeurs, dont l'IPRONA, FRODEBU, CNL, CODEBU et CDP ont immédiatement claqué la porte de la réunion. Ils ont précisé qu'ils transmettraient ultérieurement un mémorandum contenant l'intégralité de leurs exigences par écrit. Au cabinet du président Évariste Ndayishimiye, ce boycott n'a pas été pris à la légère. Une série de réunions d'urgence s'est tenue afin de statuer sur la situation, la présidence suspectant un agenda caché derrière cette attitude. Ces sessions de crise ont été placées sous la direction de Jean-Claude Kalegwa, conseiller principal chargé des questions politiques et sociales à la présidence. Lors de ces assises, qui se sont déroulées entre le 8 et le 15 mai, l'entourage du chef de l'État a évoqué 2 hypothèses majeures. La première hypothèse est que ces 5 partis pourraient être instrumentalisés par des acteurs étrangers qui leur auraient promis des financements pour déstabiliser le processus électoral. Et pour la deuxième, ces partis souffriraient d'un manque criant de moyens, ce qui compromettrait leur campagne électorale ou leur capacité à verser la caution de 100 millions de francs burundais requises pour chaque candidat à la présidence. À l'issue de ces consultations, le comité dirigé par le conseiller Jean-Claude Kalegwa a acté plusieurs résolutions stratégiques. Suivre de très près l'évolution de la situation pour déceler ce qui se cache réellement derrière la posture de ces 5 partis. Même s'il s'avère que leur attitude est motivée par des problèmes financiers, le comité suggère d'étudier la possibilité d'intégrer ces acteurs politiques au sein des commissions électorales locales, dont la CECI et la CEPI, actuellement en cours de déploiement. Et enfin, Jean-Claude Kalegwa a proposé d'analyser comment l'État pourrait subventionner certaines de ces partis pour les campagnes et le paiement de leurs cautions.
Des promesses de postes de responsabilité après les élections de 2027 ont également été évoquées. Cependant, les conseillers du président Evariste Ndayishimiye se montrent très clairs. Ses faveurs et ses avantages ne seront accordés qu'aux partis qui accepteront de signer ce qu'ils appellent le code de conduite électorale. En d'autres termes, les conseillers de la présidence entendent réserver ces privilèges uniquement aux formations politiques qui accepteront de servir l'accompagnateur ou de soutenir ouvertement le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, lors des prochaines échéances électorales. Et je vous le disais en titre, différents pays africains ont célébré ce 25 mai 2026 la journée de l'Afrique, une commémoration hautement symbolique dans l'histoire du continent. Cette journée rappelle la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA en sigle, fondée le 25 mai 1963 à Addis Abeba, en Éthiopie, par les dirigeants africains de l'époque, avec l'ambition de renforcer l'unité, la solidarité et la coopération entre les peuples africains. Retour sur les origines de cette journée avec David Claude Bananayo. Fondé en 1963 par 32 États africains indépendants, l'OUA avait pour mission principale de renforcer la solidarité entre les peuples africains et de soutenir les luttes contre la colonisation et l'apartheid. Cette organisation est devenue en 2002 l'Union africaine tout en conservant la commémoration du 25 mai comme symbole de l'unité du continent. Chaque année, cette journée est l'occasion pour les dirigeants africains, les organisations régionales, les médias et la société civile de réfléchir aux défis auxquels fait face l'Afrique, notamment le développement économique, la paix, la jeunesse, l'environnement et l'intégration régionale. Dans plusieurs pays africains, des conférences, des activités culturelles et des débats publics sont organisés pour mettre en valeur l'histoire, la diversité culturelle et les ambitions du continent. Les médias nationaux et certains médias internationaux consacrent également des émissions spéciales à cette célébration. Au-delà du caractère symbolique, la journée de l'Afrique est aussi perçue comme un appel à renforcer la coopération entre les États africains afin de répondre ensemble aux grands défis du continent. Malgré les différents défis auxquels l'Afrique est confrontée, la journée de l'Afrique demeure une occasion importante d'encourager les pays du continent à renforcer leur coopération en vue de promouvoir la paix, l'unité et un développement durable. Et cette célébration de la journée de l'Afrique intervient au moment où l'Union africaine est présidée par le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye. Dans son message à l'occasion de la journée de l'Afrique, le président Evariste Ndayishimiye a appelé les peuples africains à renforcer l'unité du continent, à consolider la paix et la sécurité, ainsi qu'à promouvoir un développement durable au profit des générations présentes et futures. Suivez l'extrait du discours du président Evariste Ndayishimiye. Le 25 mai 1963 demeure une date majeure dans l'histoire africaine. Il rappelle le moment où les peuples africains ont choisi de renforcer leur solidarité et de parler davantage d'une seule voix. Depuis l'Organisation de l'Unité africaine jusqu'à l'Union africaine actuelle, le message reste le même. L'Afrique ne pourra relever durablement ces défis en restant fidèle aux idéaux d'unité, de coopération et de fraternité entre ces peuples. Chers frères et sœurs d'Afrique, l'édition 2026 de la journée africaine revêt une importance particulière pour le Burundi qui assume cette année une responsabilité continentale importante. Cette mission n'est pas seulement un honneur protocolaire, elle constitue surtout un devoir envers l'Afrique, ses peuples et son avenir. Le Burundi entend donc contribuer activement à la promotion de la paix, du dialogue, de l'intégration régionale et du développement durable. Le thème retenu cette année, dont l'unité, le partage et la bienveillance, exprime une vérité essentielle. L'unité africaine doit se traduire dans des actions concrètes. Elle doit protéger les plus vulnérables, soutenir la jeunesse, renforcer la solidarité entre les nations et promouvoir le bien-être des populations. Le panafricanisme ne doit pas rester un slogan. Il doit devenir une méthode d'action et de transformation. Les activités organisées à cette occasion, ce
ça les activités culturelles, sportives, académiques, diplomatiques et humanitaires, témoignent de cette volonté de faire de la journée de l'Afrique un moment de mobilisation citoyenne et continentale. Et dans son analyse faite à l'occasion de cette journée de l'Afrique, Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM, dit qu'il est regrettable de constater que l'Afrique demeure l'un des continents les plus confrontés à de nombreux défis, notamment la pauvreté, les guerres, les conflits ethniques et bien d'autres, alors qu'il regorge d'immenses richesses. Faustin Ndikoumana souligne également que plusieurs organisations régionales africaines font face à des crises internes, ce qui freine la mise en œuvre des projets de développement du continent. Je vous propose d'écouter Faustin Ndikoumana, le président de la PARSEM. L'Afrique, c'est un continent qui continue à garder une mauvaise image, des défis comme la maladie, la guerre, la faim, les crises politiques interminables, les réfugiés, le terrorisme, les crises migratoires. Le continent africain tente de s'obliger de sa force productive qui est la jeunesse, alors que c'est un continent qui regorge un potentiel énorme de matières premières, le pétrole, l'or, diamant. Dans plusieurs productions minières, l'Afrique vraiment tient la première place. Mais malheureusement, la crise de leadership fait que tous les efforts qui sont initiés n'aboutissent pas aux résultats vraiment concrets. On constate actuellement une crise au niveau des organisations régionales qui devaient fédérer les énergies des pays au niveau des sous-régions et pour piloter le développement économique. Il y a une crise à la CEDEAO. Et certains pays l'ont quitté, ont créé notre organisation, l'ont Sahel. Il y a l'East African Community qui est traversée par une crise interne entre États. Il y a le SADC, il y a une xénophobie honteuse qui est développée en Afrique du Sud, où les habitants de ce pays sont en train de développer une haine inimaginable contre les ressortissants étrangers, mais les ressortissants africains. Aussi, tous les cadres devraient permettre au continent de s'organiser, d'asseoir un bon leadership, une bonne gouvernance derrière, et aussi reste toujours être morte. Faustin Ndikoumana déplore aussi que l'Afrique soit minée par la corruption et le détournement des deniers publics, souvent orchestrés par certains dirigeants. Il appelle ainsi les chefs d'État africains à faire leur autocritique et à engager de véritables réformes bénéfiques aux populations africaines. Encore une fois, on écoute Faustin Ndikoumana. C'est la corruption, les deniers publics qui continuent à marquer plusieurs États, où quand un chef d'État est démis de ses fonctions, des fois on trouve une masse de billets, de dollars, d'or cachés dans son trésor, dans son sous-sol. L'Afrique, c'est le premier continent qui subit suite des capitaux, cerveau, suite vraiment une mauvaise organisation. La lutte contre la corruption, malgré l'existence de la Convention de l'Union africaine contre la corruption, n'aboutit à rien. Il y a un cadre d'évaluation par les pays, MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pays, qui devait analyser à plein fin la situation de gouvernance, de démocratie dans chaque État africain pour voir si on pourrait émettre des recommandations pertinentes pour chaque pays afin de cheminer vers le même objectif de transformer le continent en créant une dynamique de leadership, de bonne gouvernance, de démocratie. Mais ce cadre vraiment aussi est presque en panne. Nous lançons un débat appel au leadership africain, les chefs d'État, de faire une examen de conscience, de ne pas continuer à se préoccuper de leur poste, à se pérenniser au pouvoir avec leur camp, plutôt de prendre des mesures concrètes pour transformer le continent. C'est une honte à voir l'état du continent africain aujourd'hui. Poursuivons ce journal par la page de sécurité. La rédaction de la RPA a pu identifier 2 personnes tuées au niveau de 2 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. La première victime est un jeune homme nommé Akizimana Jean de Dieu, âgé de 28 ans. Il est mort dans le cachot du commissariat provincial de police de Gitega après avoir passé 2 jours dans un état critique à la suite de violences lui infligées par Onesphore Douarougila et Fulgence Umeimana, deuxième bonnet d'accoulée qui l'accusait de vol. Les faits se sont déroulés sur la colline des en commune et province de Gitega jeudi dernier. Sa famille réclame une enquête.
Et la deuxième victime est un homme de plus de 50 ans, un ancien militaire répondant au nom de Jean-Claude. Son corps sans vie a été découvert près du marché de Mugere dans la commune de Gisagara, en province de Bohumuza, jeudi dernier. Les membres de sa famille demandent également une enquête afin d'identifier les auteurs de ce meurtre. Et passons immédiatement à la page économie. La société sucrière du Mosso, Sosumo en sigle, est au bord de la faillite. Plusieurs équipements indispensables au bon fonctionnement de l'usine ne sont plus opérationnels. La campagne sucrière de 2026 risque d'en pâtir. Les travailleurs lancent un appel aux hautes autorités du pays afin de sauver ce qui peut encore l'être de cette entreprise. Le point avec Eric Nyonzima. Excellence, Monsieur le Ministre, nous avons un signe honneur de venir auprès de votre autorité pour lancer un cri d'alarme en rapport avec les préparatifs de la campagne 2026, son démarrage et sa continuité. C'est dans ces termes que le syndicat des travailleurs de la Sosumo s'est adressé au ministre et à l'industrie et le commerce dans ses attributions. Dans cette correspondance que le groupe de 15 représentants syndicaux ont mis en copie, le président de la République et son premier ministre, les représentants syndicaux ont exprimé leur inquiétude quant à la réussite la prochaine campagne et sa continuité. Pour sa réussite, la campagne doit démarrer au début du mois de juillet au plus tard. Or, dévoile-t-il dans cette correspondance, les travailleurs de la Sosumo sont dans la paire et ne voient pas si que les pieds dansaient, d'autant plus que l'acquisition des pièces indispensables pour le démarrage de la campagne acquise en large retard. Lors de la composition de cette correspondance du 24 mai 2026, ces représentants indiquent que 90% des commandes prioritaires pour la campagne 2026 n'avaient pas encore trouvé une suite favorable. Ces représentants syndicaux précisent dans cette correspondance que le département technique de la Sosumo est dans une situation de précarité due à l'obsolescence technique des équipements vitaux. Et au niveau de l'agriculture, les représentants syndicaux signalent un chèque lié au manque d'engrais, de labour, d'intrants agricoles comme les herbicides et les engrais indispensables à l'entretien de la canne à sucre. Une chose qui fait craindre une réduction de la production de la canne à sucre. C'est toujours la correspondance des syndicalistes. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Marie-Rose Bahimbare, directrice générale de la Sosumo, mais elle n'a pas voulu répondre à nos questions. Toutefois, des sources proches de la Sosumo reconnaissent que l'usine traverse des problèmes liés aux devises avec des répercussions sur les commandes de pièces de rechange ainsi que certains produits techniques. Et le problème du manque d'engrais qui reste sans solution risque d'aggraver la famine ainsi que la hausse des prix des denrées alimentaires dans le pays. Telles sont les préoccupations exprimées par certains agriculteurs de la commune Nyabihanga en province de Gitega qui affirment ne pas avoir encore reçu les engrais destinés à la saison culturelle. Ils demandent au gouvernement d'autoriser d'autres investisseurs capables d'importer des engrais en quantité suffisante afin de permettre à la population d'obtenir de bonnes récoltes. Nadège Lakodze nous en dit plus. Les agriculteurs de la commune Nyabihanga en province de Gitega disent qu'ils font face depuis longtemps à des difficultés liées au manque d'approvisionnement en engrais chimiques. Ils expliquent que depuis la saison culturelle A jusqu'à cette saison culturelle C, ils n'ont jamais reçu la quantité exacte des fertilisants fourmis dont ils ont payé, mais qu'ils n'ont eu que des quantités très insignifiantes, ce qui a causé d'un côté du retard pour les semailles et d'autre part, les cultures dans les champs ont été affectées suite au manque de fertilisants. Nous avons un sérieux problème, celui de ne pas avoir d'engrais alors que nous en avons déjà payé les frais. En effet, pour la saison culturelle A qui débute avec le mois de décembre, nous avons payé l'engrais mais chacun n'a reçu qu'un sac d'engrais. Après, nous sommes entrés dans la saison culturelle B qui commence avec le mois de janvier. Là aussi, on ne donnait qu'un seul sac d'engrais. Cela a affecté les cultures dans les champs et il y a d'autres champs que nous n'avons pas pu cultiver faute d'engrais. Actuellement, nous sommes dans la saison C, mais nous manquons de fertilisants. Ces agriculteurs soulignent que si rien n'est fait, la famine va s'étendre dans le pays et les prix des denrées alimentaires vont continuer à monter au marché, car s'il y a des cultures dans les champs qui ont manqué de fertilisants, la production ne peut pas être bonne.
Les cultures qui ont été le plus affectées sont les haricots et les pommes de terre car elles demandent beaucoup d'engrais. Les conséquences de cette pénurie d'engrais, c'est notamment la famine dans le pays, la hausse continue des prix des aliments et la pauvreté dans les familles, car vous savez que beaucoup de citoyens vivent de l'agriculture et de l'élevage. Pour ces cultivateurs, l'une des choses à faire pour mettre fin au problème de manque de fertilisants, c'est que le gouvernement puisse autoriser aux investisseurs d'importer dans le pays les engrais chimiques, puisque c'est visible que la société FOMI est incapable d'approvisionner en quantité suffisante tous les agriculteurs du pays. La première chose, c'est qu'il est remarquable que la société FOMI est dans l'impossibilité de satisfaire toutes les demandes. Il revient au gouvernement de permettre aux investisseurs d'importer les fertilisants pour remplir ce vide. Ainsi, cela pourrait résoudre ce problème comme ils l'ont fait pour régler la pénurie de sucre qui est actuellement disponible dans les boutiques. Ces agriculteurs demandent aussi au gouvernement de les aider à avoir les arriérés de fertilisants FOMI depuis la saison culturelle A qu'ils n'ont pas encore reçus, car pour pouvoir payer ces fertilisants, certains ont contracté des crédits, d'autres ont dû vendre leur bétail, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas été remboursés de leur argent. Et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement a lancé au cours de ce mois une campagne de creusage des fosses de compost appelée Nyabarega afin d'aider les agriculteurs à obtenir du fumier organique. Jeudi dernier, les activités de sensibilisation des agriculteurs et des éleveurs se sont déroulées sur la colline Ngorongo, zone Mouredza, commune Karoussi, en province de Gitega. Le directeur provincial chargé de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage dans la province de Gitega, Jean Séverin Tinzo Batohana, a indiqué que chaque ménage devrait disposer d'au moins 3 fosses Nyabarega. On l'écoute. Vous constatez que nous venons d'aménager ces fosses de compostage Nyabarega. Comme vous l'avez vu, les techniciens de la DPAE nous ont bien expliqué toutes les étapes et les travaux ont été suivis correctement du début jusqu'à la fin. La population a pu observer tous les processus depuis le commencement jusqu'à l'achèvement des travaux. Nous voulons informer la population que ces 3 fosses Nyabarega servent désormais de modèle afin de montrer cette activité que vous avez commencée est efficace et porteuse de résultats. Ce travail réalisé ici est une initiative venue des hautes autorités et destinée à être attendue à tous les pays. Et de son côté, Dismas Minani, chargé du département de la vulgarisation et de l'encadrement au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a demandé aux moniteurs agricoles de rester proches des agriculteurs et des éleveurs afin que cette campagne de creusage des fosses Nyabarega produise de bons résultats. Et en zone Kamenge de la commune Nahangwa, les habitants de différents quartiers disent être inquiets du manque d'eau potable en cette période marquée par des épidémies liées au manque d'hygiène. Un de ces habitants affirme avoir entendu les appels des responsables de la santé publique, y compris le ministre de la Santé, demande à la population de se laver régulièrement les mains et de veiller à l'hygiène suite à la réapparition de l'épidémie d'Ebola dans le pays voisin, la République démocratique du Congo. Il indique toutefois qu'il leur est difficile d'appliquer ces mesures car la régie des zones leur fournit plus d'eau potable. Même l'eau qu'ils achetaient auparavant est devenue introuvable. Écoutons cet habitant de la zone de Kamenge. Nous lançons un appel aux personnes dont la voix porte loin afin qu'elles nous viennent en aide, comme elles ont toujours su le faire, pour que nous puissions obtenir une solution aux problèmes qui nous menacent. Cela fait maintenant près de 2 semaines que des annonces circulent partout et les médias rapportent que dans le pays voisin, la République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola a de nouveau fait son apparition, alors que cette maladie n'est pas loin de chez nous. Les mouvements de personnes et de marchandises entre les 2 pays ne se sont jamais arrêtés. Cela signifie qu'à tout moment, nous pouvons être touchés. La raison pour laquelle nous tirons la sonnette d'alarme aujourd'hui, c'est que l'eau potable est devenue extrêmement rare. Avant, nous pouvions acheter un bidon de 20 litres pour 500 francs. Lorsqu'on envoie un taxi vélo, il exige 1000 francs par bidon. Actuellement, même les points habituels d'approvisionnement sont à sec. Nous demandons donc que notre voix soit portée loin afin que la régie des eaux nous vienne en aide
et nous fournissent de l'eau, ne fût-ce qu'une fois dans 2 jours. Cette situation nous met gravement en danger. Ce n'est pas seulement Ebola que nous craignons. Vous savez aussi que le choléra peut surgir très rapidement. Ce sont des maladies très dangereuses. Actualité sportive pour terminer ce journal, l'équipe nationale du Burundi de football affrontera ce mardi le Maroc dans un match amical. Et au basketball, dans le championnat du Burundi, après 15 rencontres, les équipes de Dynamo et d'Urunani n'ont chacune concédé qu'une seule défaite. Les détails avec Désiré Atunimana. Ce dimanche, au championnat de basketball du Burundi, s'est clôturé la 15e journée. À cette occasion, Urunani a battu Aigle Noir sur le score de 109 points à 53, portant son bilan à 14 victoires en 15 matchs, sa seule défaite ayant été contre Dynamo lors des matchs retour. Gymkhana a gagné contre Muzinga par 88 points à 69. Les Hippos ont facilement dominé Lion Team par 101 points à 79. Dynamo a battu New Star par 74 points à 61, atteignant également 14 victoires en 15 matchs, sa seule défaite ayant été contre Urunani lors de la phase aller. Tigers s'est imposé face à Young Eagles sur un score de 70 points à 50, tandis que les Mechas a battu Kern par 85 points à 72. À ce stade de la compétition, l'équipe de Tigers, qui avait mal commencé la saison, montre désormais de belles performances. Les observateurs du basketball burundais estiment que ce club pourrait figurer parmi les 4 premiers qui disputent les playoffs. En football, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17, le Burundi s'est incliné en Éthiopie sur un score de 2-1. Le match retour est prévu samedi prochain au stade Inouaki. Les joueurs d'Amars Niongabo devront s'imposer au minimum sur un score d'1-0 pour poursuivre leur parcours. En cas de qualification, elles affronteraient la Zambie, qui vient de battre la République démocratique du Congo sur un score de 5-0 lors du premier match. Chez les hommes, ce mardi, le Burundi jouera un match amical contre le Maroc au complexe Mohamed VI à 18h, heure du Burundi. Le 4 juin, le Burundi affrontera la Guinée équatoriale à Marrakech, toujours au Maroc. Ces rencontres s'inscrivent dans la préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations où le Burundi est dans le groupe I avec l'Algérie, la Zambie et le Togo. Certains joueurs que l'entraîneur Sangwa Patrick souhaitait convoquer, évoluant dans le championnat rwandais, n'ont pas pu répondre à l'appel de la sélection nationale car les compétitions de leur club se poursuivent jusqu'à la fin de ce mois de juin. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 25 mai 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin et Méchap. Je vous souhaite une excellente soirée.